We lost Rick James, who was very close to me, obviously, and so that was difficult for me. And I had some accidents. I had a huge picture fall off a hotel room wall and hit me in the head while I was sleeping. On la surnommait la reine d'ivoire de la soul. Tina Marie ou Lady T était plus qu'une simple chanteuse. C'était un phénomène, mais derrière les lumières éblouissantes et les tubes intemporels, sa vie a été assombrie par des accidents étranges, des prémonitions effrayantes et une mort qui soulève encore aujourd'hui des questions troublantes. Du mystère obsédant de son 13e album Congo Square, où elle prétendait communier avec les esprits aux crises d'épilepsie, aux addictions et aux événements aberrants qui ont hanté ces dernières années beaucoup, ont commencé à se demander, Tina Marie était-elle maudite? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans la maison abandonnée qu'elle a laissée derrière. Elles découvriront sa fortune, exploreront sa vie de famille et reconstitueront les événements bouleversants qui ont conduit à sa mort prématurée. Suivez-nous jusqu'à la fin et demandez-vous la disparition de Tina. Marie était-elle vraiment naturelle ou quelque chose de bien plus troublant? Était-il en jeu? Tina Marie, célébrée comme la reine d'ivoire de la soul, était bien plus qu'une simple chanteuse. C'était une force de la nature. Femme blanche à la voix qui semblait taillée au cœur même de la musique noire, son parcours fut jalonné de triomphes de chagrin et d'un attachement indéfectible à la soul et au funk. Pourtant, au cours des 5 dernières années de sa vie et de sa carrière, elle dut faire face à des épreuves qui allaient mettre son courage à rude épreuve. Mary Christine Brockert, plus connue sous le nom de Tina Marie, est née le 5 mars 1956 à Santa Monica, en Californie. Fille de Thomas Leslie Brockert, ouvrier du bâtiment, et de Mary Ann rénovatrice, elle a passé son enfance en Californie, un lieu vibrant de la culture noire qui allait devenir le fondement de son identité musicale. Contrairement à beaucoup d'enfants blancs de son quartier, Tina était attirée par les voix de la Motown, la douceur du jazz et l'énergie brute du funk. Elle idolâtrait des légendes comme Sarah Vaughan et Smokey Robinson et s'imprégnait de la culture qui l'entourait. À Oakwood, quartier voisin connu sous le nom de Venice Harlem, elle était accueillie avec enthousiasme par la communauté malgré le harcèlement des enfants blancs qui se moquaient d'elle pour sa proximité avec la culture noire. Elle a balayé l'affaire d'un revers de main, déclarant plus tard qu'elle se considérait comme une fille noire et blanche au fond d'elle-même. Pour ceux qui la connaissaient, elle avait vraiment sa place, toujours la bienvenue au barbecue. Ses dons se sont révélés très tôt. Enfant, elle décroche un petit rôle dans les Beverly Hillbillies et à seulement 10 ans se produit au mariage de l'humoriste Jerry Lewis. Si le métier d'actrice lui ouvre des portes, la musique est sa véritable vocation. Pianiste-guitariste et batteuse autodidacte, elle développe un amour profond pour la composition et l'interprétation. Au lycée, elle dirigeait des groupes et poursuivait son rêve de carrière musicale. Mais l'adolescence de Tina a aussi été marquée par des moments d'ombre. Selon certains témoignages, elle aurait brièvement intégré la vie des gangs de Venise, allant même jusqu'à faire des courses pour les indigents du littoral sous les surnoms de Casper, le fantôme gentil, et de Vanilla Child. C'était dangereux et elle a fini par comprendre qu'elle devait choisir une autre voie. La musique est devenue sa porte de sortie et elle s'y est investie à fond. Après son diplôme, elle a concilié des cours de littérature anglaise au Santa Monica College avec des auditions pour des maisons de disques. Sa véritable percée eut lieu en 1976 lorsqu'elle et son groupe auditionnèrent pour un projet de film de la Motown. Le film fut abandonné, mais Berry Gordy fut captivé par sa voix. Il ne s'intéressait pas à son groupe. Il ne voulait que Tina. Motown était un label noir avec un public noir et Gordy ne savait pas vraiment où se situait un chanteur blanc.
Il avait déjà essayé de signer des artistes blancs sans grand succès. Pourtant, il y avait quelque chose chez Tina qu'il ne pouvait ignorer et il l'a signé même si le contrat qu'elle avait reçu était notoirement abusif. Selon Hitman, interprété par Frederick Dannon, le contrat ne lui rapportait que $100 par semaine et la privait de tout contrôle sur sa carrière. Elle n'avait même pas le droit de choisir son manager. Jeune et inexpérimentée, Tina accepta, ignorant à quel point cet arrangement la limiterait. Malgré l'incertitude de Motown quant à la manière de la promouvoir, Tina resta déterminée. Pendant des années, elle travailla discrètement en studio, écrivant et enregistrant, attendant sa chance. Cette opportunité s'est présentée lorsque Rick James, déjà l'une des étoiles montantes du label, est entré dans une salle de répétition et l'a entendu chanter. Frappé par sa puissance brute et son talent musical, il l'a prise sous son aile. Le courant est immédiatement passé entre eux tant musicalement qu'humainement. James abandonna un projet avec Diana Ross pour se concentrer sur Tina et l'aider à trouver le son funk qui la définirait. Leur collaboration donna naissance à son premier album Wild and Peaceful en 1979, entièrement produit par Rick James. Pour tâter le terrain Motown, le sortit sans sa photo, laissant la musique s'exprimer en premier. Le pari a fonctionné. Son premier tube I'm a Sucker for Your Love s'est hissé à la 8 et place du classement des singles noirs américains et à la 10 et place du classement des singles américains, 43 au Royaume-Uni. Une reprise de Don't Look Back des Temptations a suivi et l'album lui-même a atteint la 18 et place du classement des albums noirs. Fans et DJ ont été stupéfaits de découvrir que la voix qu'ils croyaient être celle d'une femme noire était en réalité celle de Tina Marie. Ses débuts télévisés dans Soul Train l'ont confirmé, choquant le public, mais lui valant la reconnaissance. Tina est devenue la première artiste blanche à se produire dans l'émission y apparaissant 8 fois, soit plus que tout autre artiste blanc dans l'histoire de l'émission. Alors que sa carrière explosait, sa vie personnelle s'est mêlée à celle de Rick James. Leur relation était passionnée, créative, mais aussi profondément toxique. Elle est tombée amoureuse de lui, ignorant à quel point il était un coureur de jupons. Malgré ses nombreuses liaisons, elle croyait être la bonne. L'amour ou le désir qu'ils partageaient était si intense qu'il transparaissait dans ses chansons, du moins du point de vue de Rick. En 1981, lors d'une tournée avec Rick James, Tina Marie et le groupe firent escale au Stanley de Pittsburgh en Pennsylvanie. D'après les mémoires de Rick, c'est là qu'ils ont finalement consommé leur relation. Rick se vantait souvent de la passion de cette nuit, affirmant qu'ils avaient fait l'amour du lever au coucher du soleil et que Tina avait avoué avoir été le premier homme à lui avoir donné un réel plaisir. Rick aimait même dire que la chanson de Tina portugaise Love était née de cette rencontre, même s'il plaisantait en disant que le titre Pittsburgh Love n'aurait pas sonné juste. Tina, cependant, a précisé plus tard que la chanson ne parlait pas de lui, mais d'un Cap-Verdien qu'elle fréquentait à l'époque. Malgré toute sa frustration face aux amours de Rick, elle avait elle aussi ses propres histoires d'amour. Pourtant, Rick a indéniablement inspiré une partie de sa musique, notamment la chanson Casanova Brown. Leur relation était passionnée et créative, mais aussi toxique. Sa toxicomanie, son infidélité et son mode de vie autodestructeur finirent par lui briser le cœur. De ce chagrin naquit Casanova Brown, une ballade qui mettait à nu les tourments de leur histoire d'amour. Malgré le chaos, Tina l'a soutenue plus longtemps que la plupart. À un moment donné, elle a même assumé la responsabilité d'élever des enfants que Rick lui-même négligeait. Enfoui dans le brouillard de la drogue, des liaisons et des fêtes incessantes, il a engendré des enfants qu'il n'a pas initialement reconnus. Lorsqu'il apprit enfin qu'il avait un fils et une fille, sa solution fut froide et insouciante. « Je ne peux pas les prendre tous les deux.
Je prends la fille, tu prends le garçon. C'est ainsi que Tina s'est retrouvée à élever Rick James Jr. dès l'âge de 8 ans. Sa générosité témoignait de sa disponibilité. Au fil des ans, elle s'est occupée de plusieurs enfants, devenant finalement la marraine de Maya Rudolph, la fille de Minnie Riperton, et de Nona Gaye, la fille de Marvin Gaye. Rick disait souvent que Tina était aussi aventureuse que lui, suggérant même qu'elle s'interrogeait sur sa propre sexualité. Selon lui, elle se demandait parfois si elle était lesbienne ou bisexuelle. Certaines chansons de son répertoire, comme Honey Call et Ivory, laissaient entrevoir cette curiosité, même si Tina ne l'a jamais pleinement exprimée publiquement. Elle finit par couper les ponts avec Rick, même si le lien qu'ils avaient tissé ne se brisa jamais complètement. Au contraire, elle se replongea dans sa musique. En 1980, elle avait déjà prouvé son indépendance avec les albums Lady T et Irons in the Fire, des projets qu'elle avait écrits et produits en grande partie seule, un exploit rare pour une artiste féminine de l'époque. I Need Your Lovin' lui a valu un succès au top 40 aux États-Unis et a été classée au Royaume-Uni. La même année, elle a enregistré l'inoubliable duo Fire and Desire avec Rick James pour son album Street Songs. Malgré une forte fièvre, Tina a interprété sa partie en une seule prise avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital, un effort qui a donné naissance à l'un des duos soul les plus légendaires jamais enregistrés. Son ascension s'est poursuivie en 1981 avec It Must Be Magic, son premier disque certifié Or. L'album comprenait certaines de ses chansons les plus connues, notamment Square Biz, où ses couplets rap la positionnaient comme une pionnière de l'intégration du hip-hop au R&B grand public, et Portugal Love, chanson toujours sujette à caution. Professionnellement, Tina s'épanouissait. Personnellement, cependant, sa relation avec Motown s'envenimait. Malgré son succès, elle gagnait à peine plus de $100 par semaine, alors que ses disques rapportaient déjà des millions à la maison de disques. Pour couronner le tout, les dirigeants de Motown ont commencé à bloquer ses choix créatifs. Lorsqu'elle insistait pour obtenir certaines sorties, ils refusaient. Lorsqu'elle a demandé à changer de label, on l'a refoulé. Motown était connu pour avoir pris les artistes en otage de cette manière, et Tina s'est retrouvée coincée dans un contrat qui ne lui garantissait ni liberté ni juste rémunération. Elle n'était pas la seule. Florence Ballard des Supremes et Paul Williams des Temptations avaient tous deux subi le même type de traitement, et certains pensaient même que cela avait contribué à leur mort prématurée. Beaucoup accusaient Berry Gordy de prendre délibérément leur carrière en otage pour la contrôler, mais contrairement à d'autres avant elle, Tina Marie refusait de se laisser abattre. Elle se défendait. En 1982, la relation de Tina Marie avec Motown s'était complètement détériorée. Frustrée par les bas salaires, le manque de liberté créative et le refus du label de diffuser ses nouveaux titres, elle intenta un procès. La bataille fut acharnée, mais la détermination de Tina aboutit à une décision historique. Ce procès a donné naissance à ce qui est devenu l'initiative Brockert, une loi interdisant aux maisons de disques de maintenir des artistes sous contrat sans publier leur musique. Grâce à cette décision, les artistes pouvaient quitter une maison de disques peu favorable et signer ailleurs plutôt que de se retrouver piégés dans les limbes de leur carrière. Tina n'avait jamais eu l'intention de changer l'industrie, mais elle savait que le combat devait être mené. Plus tard, dans le Los Angeles Times, elle a admis « Ce n'était pas mon objectif, je voulais juste quitter Motown et avoir une belle vie. » Mais cela a permis à beaucoup de gens comme Luther Vandross, les Mary Jane Girls et de nombreux autres artistes de se libérer de leur contrat. Sa victoire fut significative, mais le problème ne disparut jamais complètement. Les maisons de disques continuèrent d'exploiter les artistes malgré la loi.
Dans les années 1990, même la mégastar Prince s'opposa à Warner Brothers, qui refusait de sortir ses albums tant que les objectifs de vente ne seraient pas atteints, prisonnier de ce qu'il qualifiait de contrat d'esclavage. Prince prétendait que la compagnie possédait non seulement son œuvre, mais même son nom. Sa sortie fut spectaculaire. Il remplit ses obligations en tant que Prince, puis changea légalement son nom en un symbole afin de pouvoir continuer à enregistrer selon ses propres conditions. Pourtant, Prince lui-même n'était pas irréprochable. Il avait lié sa protégée Jill Jones par un contrat restrictif pendant 10 ans, l'empêchant d'enregistrer ailleurs, ni même d'utiliser son propre nom. Déçue, elle a fini par quitter définitivement l'industrie musicale. Ses abus n'étaient pas isolés. Blackground Records, propriété de Barry Hankerson, l'oncle de Aaliyah, s'est fait connaître en enfermant des artistes dans des contrats impossibles. Le cas le plus célèbre est celui de la chanteuse JoJo, qui a signé un contrat de 7 albums à seulement 12 ans. Elle a sorti 2 albums à succès, JoJo 2004 et The High Road 2006, mais sa carrière a ensuite stagné. Blackground a refusé de diffuser sa musique pour des raisons prédatrices, insistant même pour qu'elle perde du poids avant de sortir de nouveaux titres et refusant de payer les producteurs avec lesquels elle travaillait. En 2013, JoJo a intenté un procès contre le label pour préjudice irréparable à sa carrière et a gagné, lui permettant de signer chez Atlantic Records. Mais les années perdues dans ce combat ont paralysé son élan, preuve que malgré la loi, Tina, l'exploitation des artistes persistait. Pour Tina, cependant, le procès était une victoire. Elle quitta Motown, artiste solo blanche la plus populaire du label, et signa chez Epic Records plus tard la même année. Ce nouveau contrat lui a également donné la liberté de créer sa propre maison d'édition Midnight Magnet. Son premier album chez Epic fut l'album conceptuel Robbery, sorti en 1983 avec des chansons comme Casanova Brown. Mais c'est son album suivant Star Child, sorti en 1984, qui a marqué sa carrière. L'album comprenait son plus grand succès, Lover Girl, qui a atteint la 4e place du Billboard Hot 100 américain en mars 1985. En 1986, Tina expérimentait à nouveau. Elle a sorti Emerald City, un album concept à tendance rock influencé par Purple Rain de Prince. À la même époque, elle enregistrait des morceaux pour des bandes originales de films majeurs, notamment Les Goonies et Top Gun. Cette nouvelle orientation n'a pas séduit tous les fans. Nombre d'entre eux regrettaient la Tina funky et soul qu'ils avaient appris à apprécier et les ventes ont commencé à chuter. Mais en 1988, elle fait un retour aux sources avec Naked to the World. Le pari est gagnant. Les critiques encensent l'album qui contient l'un de ses tubes phares, Ouh la la la, qui se hisse à la première place du classement Billboard R&B à l'automne 1990. Tina Marie sort l'album Ivory. Il ne connaît pas de succès pop majeur, mais 2 singles R&B mineurs sont sortis. Hors des charts, sa vie privée est tout aussi exigeante. Elle jonglait avec une carrière en déclin tout en s'occupant du fils de Rick James, Rick Jr., de l'enfant d'un ami de la famille Jeremiah O'Neill et pendant un temps du jeune Lenny Kravitz. Entre-temps, elle tomba enceinte de son propre enfant. Le jour de Noël 1991, elle donna naissance à sa fille unique, Aaliyah Rose, avec Peter Butcher Factor et ancien camarade de classe. Pendant une grande partie des années 1990, Tina était moins perçue comme une créatrice de tubes que comme une figure emblématique. Ses premiers classiques funk et R&B ont été redécouverts, samplés et repris par une nouvelle génération. Les Fugees lui ont rendu hommage en intégrant le refrain de « Ouh la 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 »
à leur propre tube Fujila. Bien que le grand public ne soit pas aussi intéressé par ces nouveaux morceaux, Tina n'a jamais cessé de créer. En 1994, elle a sorti Passion Play sur son propre label indépendant Sarai Records. Le projet s'est mal vendu et après une série de déceptions commerciales, elle a choisi de se consacrer davantage à l'éducation de sa fille et à sa famille élargie. À la fin des années 90, elle travaillait discrètement sur un projet intitulé Black Rain. Mais sans le soutien d'une grande maison de disques et encore marquée par l'échec de son précédent album indépendant, elle hésitait à le sortir. Des copies pirates circulaient parmi les fans, preuve que sa musique avait encore de la valeur. Pourtant, elle a finalement connu une pause de 10 ans, ne réapparaissant qu'occasionnellement dans des émissions comme New York Undercover et The Parkers. Son retour a eu lieu en 2004 lorsqu'elle a signé avec Cash Money Records, une décision surprenante pour une artiste ancrée dans la soul classique. Le pari a été réussi. Cette année-là, elle sort La Donia, son album le plus populaire atteignant la 6e place du Billboard 200 et devenant disque d'or. 2 ans plus tard sort Saphir, un succès modeste. Par la suite, elle quitta Cash Money, mais continua à se produire dans des festivals et des salles de concert, préservant sa carrière même si elle n'était plus à son apogée. Cependant, derrière les projecteurs, la vie commençait à basculer. Une série d'événements terrifiants poussa Tina à se demander si elle n'était pas maudite. Tout a commencé en 2004, 6 ans avant sa mort, dans une chambre d'hôtel imprégnée d'une énergie sinistre. Alors qu'elle dormait, un énorme cadre photo s'est soudainement écrasé sur sa tête. Le choc a été si violent qu'il lui a causé une commotion cérébrale et déclenché une série de crises d'épilepsie à vie. Peu de temps après, dans cette même pièce, un réfrigérateur Sub-Zero de 2,1 mètres et pesant 225 kg s'est renversé de manière inexplicable, manquant d'écraser sa frêle silhouette. Elle a eu l'impression, comme elle l'a décrit plus tard, que quelque chose d'invisible tentait de l'enterrer vivante. Bien qu'elle ait survécu, ces incidents ont laissé son corps irrémédiablement endommagé. Les crises violentes devinrent un élément constant de sa vie, de plus en plus fréquentes et dangereuses. Comme si cela ne suffisait pas, la tragédie ne tarda pas à frapper à nouveau. Le 6 août 2004, Rick James, l'homme qui l'avait découverte, guidée, aimée et brisée, mourut d'une insuffisance cardiaque à seulement 56 ans. Plusieurs substances ont été retrouvées dans son organisme. Sa mort a bouleversé le monde de la musique, mais pour Tina, elle a été dévastatrice à un niveau bien plus profond. Malgré le chaos de leur passé, Rick est resté l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Le perdre, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Déjà en proie à des douleurs constantes dues à ses blessures, elle s'est tournée vers la Vicodin pour y faire face, tout comme Rick avait eu recours à la drogue dans ses propres difficultés. Mais le soulagement fut temporaire et elle se retrouva bientôt aux prises avec une dépendance. Malgré son traitement, ses crises d'épilepsie continuaient de la tourmenter. En 2008, lors d'un concert au festival Essence, elle s'est effondrée sur scène après une grave crise, bouleversant ses fans et rappelant au monde entier la fragilité de sa santé. Accidents, chagrins et maladies s'accumulant, Tina a commencé à croire que sa vie était menacée. Pour elle, cela ressemblait moins à une coïncidence qu'à une malédiction. Malgré sa santé déclinante, Tina Marie parvint à créer un dernier projet. Cet album Congo Square deviendrait à la fois son chant du cygne et l'une des œuvres les plus mystérieuses de sa carrière. Lors de sa promotion, elle a admis les difficultés qui ont façonné sa musique, déclarant à un journaliste « Pendant un temps, je me suis crue maudite. J'ai beaucoup souffert et c'est vraiment incroyable pour moi que malgré cette souffrance, j'ai pu écrire une musique aussi joyeuse. » Contrairement à ses précédents albums, Congo Square,
avait une dimension spirituelle indéniable. Tina a ouvertement confié avoir puisé dans des énergies invisibles, canalisant les esprits pour obtenir le son qu'elle souhaitait. Inspirée par la place historique de la Nouvelle-Orléans, où esclaves africains et personnes de couleur libre se réunissaient autrefois pour danser, jouer de la musique et préserver leurs traditions, elle a imprégné l'album d'un souvenir ancestral. Aujourd'hui encore, Congo Square est considéré comme un lieu sacré par les adeptes du vaudou, un lieu où des rituels ont encore lieu. Pour Tina, cette histoire était plus que symbolique. Elle parlait de l'album comme s'il était vivant. Elle décrivait Congo Square comme un lieu où les esprits des musiciens disparus résonnaient encore dans les rythmes des tambours et les cris des esclaves. Elle les a même nommés Louis Armstrong, Curtis Mayfield, John Lee Hooker, Marvin Gaye, Minnie Riperton et d'autres, comme si elle invoquait leur énergie en temps réel. Le chiffre 13 a donné à l'album une dimension mystique supplémentaire. C'était son 13 et album, et dans la superstition, ce chiffre est lié à la transformation à l'inconnu, voire à la mort. Tina elle-même a déclaré qu'elle souhaitait que Congo Square soit l'adresse où tous les musiciens se rassembleraient dans l'au-delà, comme si elle inscrivait son nom sur cette liste avant son heure. Peu après ces paroles, allait prendre une résonance glaçante. Un mois seulement avant sa mort, Tina fut victime d'une crise d'épilepsie généralisée qui la laissa bouleversée et fragile. Des médicaments lui furent prescrits, mais les effets secondaires la plongeaient dans le désespoir. Ne voulant pas poursuivre dans cette voie, elle se tourna vers les plantes médicinales, mais sa peur ne s'apaisa jamais. Les nuits devinrent si effrayantes qu'elle ne supportait plus de dormir seule. Sa fille Alia Rose s'allongeait souvent à ses côtés pour s'assurer qu'elle survive jusqu'au matin. Le jour de Noël, 2010. Tina célébra le 19 et anniversaire d'Alia Rose en famille. Mais elle avoua ne pas se sentir bien et se coucha tôt pour se reposer. Cette nuit-là, un assistant dormit à proximité veillant sur elle. Au matin, l'assistante est partie et Tina était réveillée et active sur Twitter. Son dernier message a été envoyé à 11h30 comme si elle pressentait quelque chose de menaçant. À 13h, Alia Rose a pris de ses nouvelles et a trouvé sa mère alerte et apparemment en bonne santé. 2 heures plus tard, lorsqu'elle a regardé à nouveau, Tina était inconsciente. Les secours ont été appelés, mais il était trop tard. Son décès a été constaté à l'âge de 54 ans. Le coroner a conclu à une cause naturelle, mais l'incertitude persiste. Étaient-ce les crises d'épilepsie qui la rongeaient depuis cet accident d'hôtel des années plus tôt, le Vicodin qu'elle prenait pour soulager sa douleur? L'équilibre fragile de ces médicaments qu'elle avait modifiés elle-même? Ou était-ce quelque chose de moins explicable, quelque chose qu'elle croyait avoir provoqué en puisant dans les forces spirituelles de Congo Square? Ces questions n'ont jamais trouvé de réponse. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. La voix et le talent artistique de Tina Marie ont apporté la joie à des millions de personnes, comblant les clivages culturels avec respect et authenticité. Elle a honoré les traditions musicales noires qui l'ont façonnée et est devenue une figure rare, pleinement acceptée par toutes les communautés. C'est pourquoi même après sa mort, elle demeure célébrée comme la reine d'ivoire de la soul. C'est à son décès, le 26 décembre 2010, à l'âge de 54 ans. Tina Marie laissait derrière elle non seulement un héritage musical remarquable, mais aussi des questions sur ses dernières années. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 3 millions de dollars, un chiffre modeste comparé à l'ampleur de son influence.
Une grande partie de sa fortune provenait de décennies d'enregistrements de tournées et de droits d'édition, ainsi que des royalties de chansons classiques qui continuent d'être samplées et célébrées aujourd'hui. Mais au-delà des chiffres, sa maison de Pasadena, en Californie, révélait un portrait plus intime de celle que l'on surnommait la Reine d'Ivoire de la Soul. La maison de 2 étages de style méditerranéen était à la fois élégante et habitée, reflétant le mélange de talent artistique et de pragmatisme de Tina. Avec ses murs en stuc, ses fenêtres cintrées et son toit en tuiles rouges, la demeure dégageait un charme intemporel. À l'intérieur, la décoration était personnelle et éclectique. Des photos de famille encadraient les couloirs et des souvenirs musicaux remplissaient les pièces à vivre. Le piano à queue de Tina occupait une place centrale, rappelant les innombrables chansons qu'elle avait composées jusque tard dans la nuit. La maison dégageait aussi un sentiment de sanctuaire. Pendant des années, Tina avait lutté contre des douleurs chroniques, des crises d'épilepsie et le traumatisme persistant d'accidents bizarres. Et cette maison était devenue le lieu où elle se battait et trouvait la paix. Sa fille Aliyah Rose restait souvent à ses côtés dans la chambre, surtout après que ses crises l'avaient rendue dangereuse lorsqu'elle dormait seule. La maison, autrefois remplie de musique et de rire, est devenue le théâtre silencieux de ses derniers jours. Aujourd'hui, la maison de Pasadena demeure un monument doux amer. Après sa disparition, elle a attiré l'attention des fans et des habitants, dont beaucoup ont estimé qu'elle représentait un pan de l'histoire de la musique. Au fil du temps, cependant, la maison a pris une autre allure. N'étant plus animée par la voix et l'énergie de Tina, elle a vieilli en silence. Les murs qui résonnaient autrefois de sa voix de soprano sont désormais immobiles. Certains disent qu'elle est hantée non pas au sens surnaturel du terme, mais par le poids du souvenir, la conscience qu'un des plus grands talents de la soul y a vécu et y est mort. Qu'en pensez-vous? Sa maison porte-t-elle encore l'esprit de la reine d'Ivoire de la soul, ou s'agit-il simplement d'une autre propriété vide, touchée par une tragédie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.